Voilà, merci de votre attention, de votre patience. On a eu, voilà, on a réussi à avoir tout le monde, tous les participants à cette table ronde. Que vous dire en introduction qu'il n'est plus nécessaire de vous dire que l'heure n'est pas à la tergiversation. Après l'été que nous avons passé, les différentes crises de l'énergie qui se profilent, il y a urgence à modifier les pratiques et faire des économies de tout, pratiquement. Eh bien, quelle solution s'offre à ce secteur du logement social? C'est ce qu'on va tenter de voir dans cette table ronde. Je vous présente les participants, en commençant par Elisa Martin, qui nous rejoint. Merci d'être là, députée et conseillère municipale de la ville de Grenoble. Olivier Sichel, qu'on ne présente pas ici, directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Merci d'accepter de participer cette année encore à une table ronde. Laurence Poirier-Dietz, on est très heureux de vous accueillir, directrice générale de GRDF. Étienne Crépon, président du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Marc Gomez, président de Laurent HLM, association qui regroupe 103 organismes HLM en Auvergne-Rhône-Alpes, un peu le régional de l'étape ici. Claude Knapik, président du directoire de Batigère, un réseau qui compte plus de 100 000 logements en France. Catherine Muller, président de Valor, l'interprofession de l'horticulture. Et puis Marianne Louis, directrice générale de l'USH. Enfin, un petit mot pour vous dire que Christophe Béchu nous rejoindra en fin de matinée pour conclure au pupitre cette table ronde. Je voudrais d'abord qu'on commence par parler, évidemment, d'énergie, Laurence Poirier-Dietz. Alors, on ne va pas parler de l'actualité forcément ultra récente, on va essayer de voir peut-être un petit peu à moyen terme, au-delà de la crise que nous traversons. Je vais vous demander ce que vous pensez des attentats ou des sabotages de cette nuit, ou à la limite de savoir si nous allons avoir du gaz à Noël. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation à moyen terme? Bonjour à tous. Alors, vous l'avez rappelé, hein, on est dans une crise majeure, énergétique, climatique et potentiellement économique. Finalement, c'est du jamais vu. Et ça nous amène à vraiment comprendre qu'il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir maintenant, parce que notre avenir se prépare maintenant, en termes de sobriété, et pas que pour passer l'hiver, même si on va devoir cet hiver, sans doute, tous avoir des efforts de sobriété. Mais d'abord, sobriété, je l'ai dit, je crois que c'est pour toujours. Et puis, décarbonation. Ce que je crois, c'est que cette crise, elle amène 3 angles nouveaux, finalement, qu'on avait collectivement, pas en France, je vais parler de la France plus que de l'Europe, l'habitude de voir. Des angles nouveaux, d'abord, souveraineté énergétique. En France, on connaît depuis longtemps un nucléaire présent, abondant, et actuellement, on a un parc nucléaire qui est plutôt à moitié de sa disponibilité, donc on a une problématique pour cet hiver, peut-être encore quelques hivers. Donc voilà, et on importe de l'électricité, alors qu'on avait plutôt tendance à en exporter. Mais ça, on peut dire que c'est à la limite très conjoncturel. Oui, mais il faudra aussi renouveler le parc nucléaire, et on veut faire de l'électrification, donc construire le suivant. Donc un problème de souveraineté sur le gaz, évidemment, et je ne reviens pas sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et tout ce qu'on a pu entendre depuis ces derniers mois. Voilà, pour l'hiver à venir et les suivants. Le deuxième sujet, un sujet de résilience du système, de notre mix énergétique et du système, pour ne pas faire face à des coupures, à des blackouts. Et puis un problème d'économie, de soutenabilité pour les ménages. Et je sais dans cette assistance que c'est un énorme sujet pour les ménages, pour les entreprises, pour les collectivités locales. Donc ça veut dire que ça nous amène à je crois, agir plus vite, plus collectivement, de façon pragmatique, pour décarboner et pour la sobriété. Voilà. Donc on a en France besoin d'un mix énergétique équilibré. Ça veut dire qu'on parle aujourd'hui beaucoup de 2050,
Et c'est vrai qu'il faut préparer la trajectoire de 2050, une trajectoire avec des énergies qui sont complémentaires, qui sont évidemment décarbonées, mais il faut aller à 2050. Donc il faut trouver le chemin, un chemin qui soit progressif, organisé, dans lequel on ait de l'énergie soutenable, durable le plus possible, et qui ne nous mette pas en péril sur notre système énergétique. Donc voilà, il faut donc prendre la bonne transition. La transition, elle se fait aussi sur les énergies fossiles, bien sûr, qui n'auront pas leur place en 2050, mais la place du gaz de 2050, elle est là, elle sera là, en tout cas c'est ma conviction. La seule, je dirais, différence, c'est que le gaz de 2050, ce n'est pas le gaz d'aujourd'hui. Le gaz de 2050, c'est un gaz renouvelable, et aujourd'hui en France, on a un potentiel pour le faire, à la fois en méthanisation agricole, mais aussi en bout de station d'épuration, mais aussi avec les déchets et demain les biodéchets. Et cette méthanisation, puis d'autres gaz renouvelables avec d'autres techniques comme la pyrogazéification ou la gazéification hydrothermale, on a de quoi avoir dès 2030 20% de gaz renouvelable et 20%, ben écoutez, c'est à peu près ce qu'on va chercher en Russie tous les ans, c'est 17%. L'approvisionnement de la France pour sa consommation annuelle vient à 17% de la Russie jusqu'à l'année dernière, cette année. Donc ça veut dire qu'on a cette capacité très vite à le faire, si cette filière trouve les moyens de se structurer encore plus, économiquement, législativement, pour, comme tous les projets ENR, qu'ils se fassent le mieux possible, avec beaucoup de concertation. Et puis on a de quoi, et les potentiels sont démontrés, avoir un mix énergétique avec du gaz renouvelable à 100% des besoins de gaz, qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, en 2050. Donc voilà, c'est une crise, mais des capacités, des atouts pour agir vite. Elisa Martin, vous venez d'entendre le constat de moyen terme qui est fait par votre voisine. Il y a quand même cette crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une politique territoriale de l'énergie peut faire ? Bien, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. C'est bien sûr toujours avec plaisir que je participe modestement du mouvement HLM. D'abord, si vous m'y autorisez, maîtriser, décarboner, rénover, recycler, tout ça fait sens vers la sobriété et l'engagement écologique fort du mouvement HLM dans ses logiques écologiques. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'aspect lié au caractère territorial, voire territorialisé de la production d'énergie. J'apprécie cet angle, je l'apprécie parce que je crois qu'effectivement, la solution demain n'est pas tant la grande production, l'énergie nucléaire qui, je ne vous le cache pas, m'inquiète. Avec d'autres, c'est sans doute... On sait qu'à la ville de Grenoble, vous n'êtes pas... ouais, voilà. On est quand même assez écolo, ouais. Il faut le dire. Et au-delà... Ensuite, on pourrait avoir un grand débat. Pourquoi est-ce que l'énergie nucléaire n'est pas écologique ? Et rappeler que finalement l'écologie en France s'est construite dans la lutte contre l'énergie nucléaire, qu'aujourd'hui évidemment tout ça vous met un peu en porte-à-faux. Mais comme ce n'est pas le débat du jour, je vous laisse... On est d'accord, mais je m'autorisais cette petite incise parce que je crois que s'oppose à ces grands systèmes, entre guillemets, de production de l'énergie, effectivement une capacité locale à produire cette énergie, et ce, dans des conditions qui sont des conditions fort différentes. Ainsi, pour ce qui concerne Grenoble, au sens territorial du terme, pas au sens strictement, bien sûr, la ville, on a d'ici environ 2 années une capacité à produire l'équivalent des besoins des particuliers en énergie renouvelable. Cette affaire revêt un caractère évidemment extrêmement urgent, préoccupant, puisque nous sommes ici et on participe du mouvement HLM. Or, le mouvement HLM et les HLM d'une façon générale, leur job prioritaire, c'est de loger la France telle qu'elle est, et plus particulièrement ceux qui sont les moins fortunés. Donc, de ce point de vue-là,
la question de la modération et la question du coût prend un caractère social qui est absolument évident. Le ministre Béchu va venir. J'ai beaucoup d'attentes relativement, je le dis, à sa conclusion, à la fois parce qu'il paraît faire confiance au niveau local, en tout cas c'est ce qu'il dit fort souvent, mais parce qu'il a été interpellé par la présidente de l'USH relativement à la poursuite de la protection des locataires HLM quant à ces augmentations complètement incroyables. Donc là aussi, j'espère qu'il va nous en dire un petit peu plus. Je ne vais pas être trop longue, j'ai prévu d'intervenir vous avez prévu de me faire intervenir une seconde fois, où là, j'aurai d'autres choses à dire. Simplement, vous prévenez que là, vous êtes courte, mais que la deuxième fois, vous allez être super longue. Éventuellement un peu Alors là, plus vous longue, prenez quand même un gros risque. Mais je vais essayer d'être concise et pour ce premier tour. Mais c'est très bien, parce que comme ça, on va pouvoir faire un premier tour de table assez rapide. Et pour le second, non mais simplement se dire que le mouvement HLM croise trois questions. La question des économies d'énergie en tant que telle, relativement à la situation des locataires. La question évidemment de la sobriété, pour laquelle le mouvement HLM pourrait sera expliqué dans un second temps, pourrait parfaitement s'engager. Et bien évidemment la capacité à structurer des filières de construction qui correspondent aux nouveaux enjeux. J'ai terminé pour ce premier tour. Vous êtes la bienvenue à cette tribune, Elisa Martin. Marc Gomez, en tant que président de l'ORA, quel regard vous portez sur les attentes de ce secteur en matière d'énergie? Beaucoup d'attentes, peut-être l'importance de ne pas surréagir à la crise dont on ne connaît pas la temporalité, sur la courbe de Gauss, des montations de l'énergie. Est-ce que je suis sur un pic? Est-ce que je suis sur un plateau? C'est une crise qui peut durer. Et je pense qu'il ne faut pas C'est pour ça qu'on, voyez, on n'est pas... Il ne faut pas surréagir à la crise. Uniquement sur cette crise de ces quelques mois. On est sur du Exactement. Et l'important, je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une politique du logement qui arrête d'opposer le neuf et la réhabilitation. Il faut une politique du logement qui intègre ces deux priorités, qui n'en fasse qu'une. Il faut aujourd'hui également se rappeler que 80% des bâtiments que nous occupons aujourd'hui existeront en 2050 et que les enjeux de décarbonation sont sur l'existant, avec cette obligation également d'intégrer une décarbonation de l'exploitation. Quand je construis, quand je réhabite, je fige mon carbone pendant 50 ans ou 20 ans, peu importe. Mais l'exploitation, le coût de la maintenance, le coût du technicien, le coût de l'ingénierie, elle n'est pas aujourd'hui suffisamment considérée. Et on pourrait mettre en évidence une performance extrêmement élevée d'économie d'énergie, mais que coûte-t-elle en exploitation? Nous sommes donc favorables, bien sûr, au mix énergétique, les réseaux de chaleur, les réseaux de bois, les réseaux d'ordures ménagères qui ont permis d'amortir le coût du mégawattheure qu'on a connu durant l'été. Peut-être aussi rappeler qu'il faut donc avoir une approche de réhabilitation qui soit dans la massification. Et c'est un projet que nous portons depuis 2 ans au niveau de l'ORA HLM. Comment massifier, comment créer une centrale d'achat pour construire plus vite, réhabiliter plus vite et moins cher. Par contre, j'insiste sur un point, je rebondis sur un point, sur les filières. Si on veut décarboner, il faut créer, majorer, industrialiser des filières qui n'existent pas suffisamment sur nos territoires nationaux et régionaux. La filière bois-paille, par exemple, s'il veut faire du biosourcé, s'il veut venir plugger de façon industrielle sur mes bâtiments une enveloppe thermique performante, aujourd'hui on est sur un paradigme qui est agricole, qui n'est pas industriel. Et le risque, c'est que si la filière n'est pas en place, nous soyons simplement dans le démonstrateur sur une opération, on va liker, tweeter, se faire plaisir, mettre des likes, mais on ne pourra pas massifier. Donc si on veut décarboner, il faut cette approche systémique et considérer l'ensemble des paramètres visant à décarboner dans toute l'approche de construction de la filière et de la réhabilitation. Sur les innovations, sinon nous y sommes déjà. Nous avons déjà des chaufferies numériques avec la data, nous avons déjà des piles à combustible, nous avons déjà des projets d'autoconsommation. Des piles à combustible. Tout à fait, dans du pavillon. Mais là, nous sommes encore dans le démonstrateur. Ouais. Comment demain on peut banaliser l'innovation pour que les enjeux de chauffage, mais n'oublions pas les enjeux d'ECS. Demain, les bâtiments seront extrêmement peu consommateurs. Mais il restera le choc sanitaire. Comment je récupère une énergie fatale sur une eau grise? Comment je travaille sur l'assainissement? Comment je récupère l'eau en terrasse pour la valoriser sur l'arrosage?
Ces sujets seront également développés par nos amis de la table ronde, mais ayons une approche globale et sachons avoir un schéma de cohérence. Dans la cohérence, aujourd'hui, au niveau national, est-ce que je vais être en souveraineté énergétique? Donc, à terre constante, je méthanise. Ou alors, est-ce que je vais être en souveraineté alimentaire? À terre constante? Ou est-ce que je vais être en souveraineté pour produire l'énergie photovoltaïque ou produire de la paille et du foin pour le bétail? Donc, ce schéma de cohérence, il doit se décider au niveau national et être en cohérence dans son développement. Claude Knapnik, vous êtes en cohérence avec votre collègue de l'Aura? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je pense d'ailleurs la table ronde pourrait presque rajouter un autre verbe d'action, c'est transformer, quoi. Transformer l'usage, transformer l'utilisation de nos logements, transformer l'urbain. Et là, je crois que les bailleurs et bâtigères aussi, on travaille beaucoup là-dessus, et ça depuis quelques années. On n'a pas attendu les crises, évidemment, pour essayer d'améliorer et d'apporter le confort énergétique à nos locataires. La crise va probablement accélérer ce qu'on fait déjà très bien, je crois, au niveau du monde HLM. La table précédente parlait de la transformation d'usage. Je crois que c'est aussi un enjeu très important des bailleurs sociaux. On parle de décarbonation. Les bailleurs sont des constructeurs et donc des pollueurs dans l'acte de construire. Je pense que le recyclage des bâtis qu'on a, qui sont remarquables dans nos villes, petites et moyennes, en province ou même dans les grandes métropoles, on a tout intérêt à les transformer en logements. Alors évidemment, ce sont des actions complexes. Ce sont des actions complexes qui coûtent cher. Ne soyez pas déstabilisés, on salue juste l'arrivée de Christophe Béchu. Je salue aussi. Qui viendra conclure cette table ronde, mais on vous laisse poursuivre. Voilà, donc la transformation d'usage, pour moi, est quand même un enjeu important aussi des années à venir. On l'a pratiqué. Alors, ça coûte un peu plus cher que de produire du neuf, mais ce sont des patrimoines remarquables qui permettent aussi de faire vivre des centres-villes qui se dépeuplent. On a quand même, sur le plan urbain, je fais le parallèle, on a construit des zones commerciales, on a construit des grands entrepôts en dehors des villes et on a dépeuplé les villes. On a perdu cette vitalité au sein des villes. Donc réemployons ces immeubles qui sont là, qui sont des patrimoines remarquables. Bâtigères, on a su transformer des casernes, transformer des maternités en logements sociaux. C'est plus compliqué parce que la typologie n'est pas toujours adaptée à y faire du logement. Ça coûte un peu plus cher. On peut être aidé évidemment par nos partenaires financiers, mais je crois que c'est un axe important pour accompagner la décarbonation. Transformation de l'utilisation du logement. Là aussi, on est dans l'innovation, on essaye plein de choses, des choses très simples. À Lyon, on a une opération qu'on a livrée avec des principes de nudge. Vous savez, ces petits stickers qu'on peut poser pour inciter, en tous les cas, pousser à faire autrement. C'est un peu ça la définition ou la traduction du nudge. Donc on a testé ça sur une opération à Lyon avec des petits stickers qu'on pose sur les radiateurs près des robinets pour essayer et ça avec évidemment en lien avec nos locataires, pour essayer de les sensibiliser à la maîtrise. Les informer, les sensibiliser à la maîtrise de l'énergie. L'information, c'est la clé de tout. Voilà. Mais la technologie aussi nous aide parce que je pense qu'on est quand même à un tournant numérique majeur quand même qui aussi va reconsidérer nos pratiques et la manière dont on doit travailler. L'intelligence artificielle, d'avoir des appareils qui permettent de regarder comment nos locataires vivent dans leur logement, à quel moment ils ont froid, ils ont chaud. Et ça, on a expérimenté ça grâce à l'USH d'ailleurs dans une opération en Seine-Saint-Denis, assez d'envergure, puisque c'était près de 700 logements qu'on a réhabilités. Mais un immeuble qu'on a équipé de ce dispositif où les gens vont pouvoir dire j'ai froid, j'ai chaud, regarder en live la consommation en euros de ce que coûte le chauffage de leur logement, créer de la donnée et à partir de ces données créées, d'anticiper dans le temps futur le niveau de chauffage pour leur logement. Enfin, si je peux me permettre sur transformer l'urbain, je crois que c'est aussi très important, et ça fera peut-être le lien avec la végétalisation, ça contribue évidemment à la décarbonation. Ne faites pas les liens à ma place. C'est vous qui les faites et vous les faites très bien. Mais néanmoins, là aussi, on a des expérimentations qui sont très intéressantes parce qu'on a des grands ensembles qui ne sont pas forcément toujours très denses. Donc on peut là aussi densifier ces emprises foncières, mais tout en apportant du végétal, parce que ce sont souvent aussi des îlots qui sont assez peu végétalisés, donc le confort d'été est difficile, donc d'apporter ce qu'on peut appeler des forêts urbaines, c'est-à-dire mélanger des essences qui vivent, qui sont natives de ces territoires et qui s'auto-gèrent, entre guillemets, sans avoir de charges trop importantes, contribue à mon sens, là aussi, à décarboner.
Tout ça ne se fait pas sans les locataires. Il faut qu'ils soient au cœur et on associe beaucoup nos locataires dans toutes ces actions qu'on peut mener au travers d'animations, d'ateliers qu'on mène sur les territoires et notamment en vue des publics les plus jeunes, les enfants qui vivent dans nos logements. Merci. Olivier Sichel, je vous passe la parole. En quoi la Caisse est impliquée dans ces problématiques-là? Alors la Caisse est très impliquée déjà dans la rénovation. Chaque année, nous finançons la rénovation thermique des logements sociaux. Il faut dire, le parc social est de bien meilleure qualité que le parc privé. Thierry Repentin le sait, j'ai été chargé d'une mission sur la rénovation thermique des logements privés et le parc social a été très bien rénové. Et c'est un acquis face à la crise qu'on connaît actuellement. Ceux qui sont dans des logements qui ont été rénovés, j'étais il y a 2 semaines à Belle-Beille, quartier cher à notre ministre, où la rénovation a été faite très massivement, ainsi que le raccordement au réseau de chauffage urbain. On parlait d'innovation, ce sont des innovations qui font qu'aujourd'hui, la plupart quand même des locataires font face à une crise bien mieux armée que ceux qui sont dans le secteur privé. Alors on a annoncé cette année, juste à l'instant, le passage d'une enveloppe à 6 milliards pour les éco-prêts. Les éco-prêts, ce sont les prêts que l'on fait aux bailleurs sociaux pour favoriser la rénovation thermique de leurs logements sociaux. Mais je crois aussi beaucoup à l'innovation. Et vous le disiez, on parlait d'innovation dans la data. Nous avons aussi annoncé, avec Laurence Poirier-Ditz, le développement d'un outil qui s'appelle PrioRéno, qui va permettre aux bailleurs sociaux d'avoir toute l'information venant de GRDF et d'Enedis sur leur consommation électrique afin de prioriser la rénovation de leurs logements sociaux d'un point de vue thermique. C'est un produit que nous avons lancé pour les bâtiments publics au départ, pour hiérarchiser la rénovation des bâtiments publics, les écoles, les collèges, et qu'on étend aux bailleurs sociaux. Je voudrais aussi parler d'innovation dans la construction. Nous avons lancé ce matin aussi avec l'USH, avec Emacos, un travail sur la seconde vie des bâtiments. Parce qu'on le sait, et le CSTB pourra le confirmer, l'acte de construire est très important d'un point de vue du bilan carbone. Si on peut réutiliser des bâtiments et leur donner une seconde vie, en gardant la structure en béton, aussi on participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça fait partie des innovations que l'on pousse. Et puis je suis tout à fait d'accord avec Marc Gomez quand il dit à la massification. La massification, on l'a lancée aussi dans les pays de la Loire, décidément très en avance en matière de rénovation. Une idée d'avoir une demi-douzaine de bailleurs sociaux qui se mettent ensemble pour massifier la commande et pour faire progresser collectivement la filière. C'est-à-dire fabriquer des panneaux d'innovation au sol, commander massivement des pompes à chaleur et faire ce genre d'initiative qui fait que souvent, le mouvement social, le mouvement de l'USH est à la pointe en matière de rénovation énergétique et le rôle de la Banque des Territoires, c'est de l'accompagner dans cette innovation. Étienne Crépon, on va être sauvé par la recherche et le développement? Mais prenez un micro, parce que ça sera mieux pour qu'on vous entende tous. On ne va pas être sauvé par tel ou tel, on va être sauvé par notre mobilisation collective. À court terme, on sait très bien que pour passer la crise qu'on va vivre dans les semaines et les mois à venir, on sera principalement sur des mesures d'exploitation, des mesures de changement de comportement des usagers, des habitants. Et ils apprendront à vivre ainsi dans un monde avec moins d'énergie. À moyen terme, clairement, on sera sur des enjeux qui seront beaucoup plus structurels sur la structure du bâtiment, de rénovation, de meilleure exploitation. Et là, effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit par les 2 représentants des bailleurs. On vit aujourd'hui une transition numérique, un accès à la donnée et une capacité au traitement massif des données qui nous permettra demain d'élaborer des stratégies qu'hier on ne savait pas élaborer. De la même manière que la Caisse des dépôts croise 2 bases de données, le CSTB, à la demande de l'État, a fait à peu près le même exercice, mais en croisant une vingtaine de bases de données sur l'ensemble du parc existant en France et qui permet à chacun, que ce soit un occupant ou que ce soit un propriétaire de bâtiment, de travailler et d'élaborer sa stratégie sur quelle rénovation, quelles mesures pour optimiser
la consommation énergétique, les émissions carbone de mon patrimoine et en le priorisant. Dernier élément, et on parle énormément d'énergie, on parle énormément de carbone, et c'est effectivement aujourd'hui la priorité absolue. Priorité de court terme, la priorité de moyen terme, parce que nous devons faire face au changement climatique. Nous devons aussi, collectivement, avoir en tête que tous les bâtiments que nous occupons, ils sont occupés par des gens. Bien évidemment, tous les bailleurs qui sont dans la salle le savent. Et qu'un habitant, à un moment, il privilégiera la qualité de son environnement intérieur à ses économies d'énergie. S'il a un espace intérieur où il y a une trop forte densité de CO2 parce que son bâtiment a été surisolé, il ouvrira les fenêtres même s'il fait -5 dehors. On ne peut avoir de stratégie de rénovation que si on a une approche globale à prendre en compte aussi bien l'énergie, les émissions carbone, que la qualité de vie et le confort des habitants au sein de ce bâtiment. Sans ça, il y a un des sujets sur lesquels on n'aboutira pas, et l'expérience montre que c'est malheureusement bien souvent la consommation énergétique. Catherine Müller, je vous passe la parole. On pourrait s'étonner finalement de votre présence à cette table ronde en tant que présidente de l'interprofession du secteur de l'horticulture, mais le végétal peut jouer un grand rôle, que ce soit dans la construction ou dans l'usage des bâtiments. Je vais rectifier une petite chose, c'est que Valor représente à la fois la production, l'horticulture, la distribution, mais aussi le paysage. Et c'est important parce qu'on va parler de la ville et on parle de la construction. Donc cela rassemble les concepteurs du paysage et les entreprises du paysage. Voilà, alors moi je voudrais partir un petit peu dans l'histoire et rappeler que la ville, au sens large, vit finalement des cycles de 30 ans. Dans les années 40, on a reconstruit de façon massive, rapide, avec peu de moyens. Il fallait reloger tout le monde. Dans les années 70, on est parti sur les années les grands éléments. On a construit beaucoup, vite aussi, avec peu de péréquation urbaine. Et puis, tout d'un coup, dans les années 2000, je dirais, il y a eu changement de paradigme. C'est ces notions de développement durable qui ont fait qu'on s'est aperçu qu'il fallait irriguer le végétal et faire en sorte que les populations, finalement, se rapprochent de la nature en ville. Donc, c'est une phase très importante qu'on connaît aujourd'hui. Et l'objectif, finalement, c'est 2030. Ce sera quoi? Les enjeux de la ville en 2030. Moi, j'en vois 4. Il y a la densification, la mobilité, l'énergie, donc la décarbonation, mais aussi la nature en ville. Donc, effectivement, je pense que nous inviter à participer à ce débat aujourd'hui, ça a toute son importance, et c'est un peu la preuve que finalement, on rentre dans l'infrastructure. Le végétal est rentré dans l'infrastructure, et ça, c'est une nouvelle démarche. On a la chance, nous, de ne pas être des pollueurs comme on peut l'entendre. On est plutôt des aménageurs de plaisir. Alors, on rentre aussi dans des politiques à la fois européennes et nationales. Je rappelle que la Commission von der Leyen a pour objectif de faire en sorte que l'Europe soit donc, énergétiquement neutre en 2050. Une commission, toujours cette commission européenne, qui a décidé d'une biodiversité, de plan d'action biodiversité pour 2030. On a monsieur le ministre qui est ici, qui va nous présenter, j'imagine, le détail de son budget. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on a vu cette hausse de 15% sur le budget, et bravo. Voilà, donc le végétal, effectivement, a toute sa place dans la ville et notamment dans les infrastructures, dans les HLM et les sociétés de l'habitat social. Alors, comment transformer le végétal en allié technique? Parce que c'est ça la question. Le végétal n'est plus que de l'ornement. Effectivement, on l'a cantonné pendant des années sur le parc, des espaces verts publics. Mais aujourd'hui, je peux dire que cet allié technique repose sur 4 points. Le premier point, c'est le climat. On sait très bien que le végétal a une action extrêmement favorable sur les îlots de chaleur, c'est-à-dire autrement dit,
créer des espaces végétalisés permet de baisser la chaleur. Le deuxième point concerne les inondations. Et on a subi de très forts orages cet été. Et je pense qu'ici, vous avez tous cette crainte qu'un jour, une inondation ne vienne endommager vos habitats. Le troisième point, c'est bien entendu la biodiversité, mais ça, c'est un peu plus logique. Et je dirais que le quatrième point, c'est vivre mieux la densification, c'est-à-dire apporter du bien-être, de la santé, être mieux dans son habitat. Donc, quelques chiffres, mais alors à prendre avec précaution, parce que toute la difficulté du végétal par rapport, et là je me retourne vers le CSTB qui a peut-être la chance d'avoir des chiffres tout à fait cartésiens et bien mesurés, les nôtres, prenez-les avec des pincettes. Mais en termes, par exemple, d'îlots de chaleur, on a fait des études à Paris, par exemple, au niveau du tram. Quand le tram est une voie enherbée ou tram désenherbé, enfin en tout cas sur du macadam, en enrobé, on arrive à des écarts de température de 7 degrés. Il y a eu des études qui ont été faites aussi dans des rues encaissées à Londres, au Canada. Alors selon la végétalisation des bâtiments, si on considère un bâtiment qui a été végétalisé sur les façades, des écarts de température entre deux bâtiments peuvent atteindre 2 degrés. On monte beaucoup plus si on rajoute une toiture végétalisée à ce bâtiment, c'est-à-dire un bâtiment qui allie à la fois la végétalisation de la façade et la toiture. Bref, en termes d'îlots de chaleur, je pense que tous, on est maintenant convaincus qu'on est beaucoup mieux, beaucoup plus au frais à côté d'un espace vert plutôt qu'un espace bituminé ou béton. Mais alors, je ne vais pas rentrer en conflit non plus, hein. Ce n'est pas le tout vert contre le tout béton, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. En termes d'inondation, on sait très bien que les sols imperméabilisés empêchent l'infiltration, empêchent le cycle normal de l'eau. Un petit exemple aussi, un chiffre, une captation, enfin une noue de 5 mètres cubes permet de récupérer des eaux de ruissellement d'une surface perméabilisée de 100 mètres carrés. Voilà, donc le fait de désimperméabiliser les surfaces type parking, place et rue, trottoir, permet tout de même de mieux réguler l'eau et de faire en sorte que, alors je ne dis pas que, je ne vais pas aller jusqu'au fait qu'il n'y ait plus d'inondation, non, mais on recycle mieux l'eau, on permet d'avoir une meilleure captation aussi de l'eau pour les nappes phréatiques. Et on minimise évidemment les conséquences. Et on minimise. Voilà. On est tellement persuadé de ce que vous dites qu'on vous a invité à cette table ronde. À le dire, oui. Et c'est pour ça qu'on est heureux que vous soyez là. Marianne, oui, c'est quoi la vision de l'USH vous bouclez ce premier tour de table. Écoutez, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Moi, je vais d'abord repartir du premier thème qui a été abordé. Parlez bien dans le micro. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est la question de la politique territoriale de l'énergie. On voit bien, là, en ce moment, il y a une crise énergétique qui est majeure. Les pouvoirs publics nationaux sont extrêmement présents, et heureusement, hein, pour aider à structurer la réponse, pour venir en soutien des ménages, ça a été évoqué. Mais nous, on pense qu'à terme, le sujet, c'est quand même d'essayer d'aller vers des boucles locales d'énergie et d'utiliser l'énergie localement la plus pertinente. Dans une ville, ça va être la chaleur du métro. Dans une autre ville, ça va être l'utilisation de la biomasse. À un autre endroit, on va aller chercher du biogaz, etc. Donc, c'est bien ça aujourd'hui notre sujet du potentiel solaire. Ça fait partie également des sujets sur lesquels on travaille avec la Caisse des dépôts. On pense quand même que c'est vers ça qu'on va. Et on y voit derrière plusieurs sujets. On voit qu'il va y avoir des sujets techniques, évidemment. Hein. Il y a des solutions techniques qui ne sont pas encore complètement sur la table. Donc, il faut qu'on continue à les travailler. Il y a une question de gouvernance. Est-ce qu'il faut des autorités territoriales d'organisation de l'énergie, hein? C'est exactement ça le sujet. Et puis, il y aura évidemment des enjeux de simplification. Nous, on a beaucoup de bailleurs qui pratiquent ce qu'on appelle l'autoproduction d'énergie, mettre des panneaux solaires, etc. Aujourd'hui, on a quand même des vrais sujets pour pouvoir échanger de l'énergie
directement entre nous, entre une école d'un côté et un logement et un bâtiment de logement de l'autre, pour pouvoir organiser localement ces échanges d'énergie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, la meilleure calorie, c'est la calorie qu'on ne va pas consommer. Donc, il y a la question du mode de production d'énergie, mais évidemment, il y a la question de la stratégie de rénovation. Sur la stratégie de rénovation, ça a été dit, on a vraiment deux échéances. On a l'échéance de la loi climat-résilience, l'éradication des logements E, F, G d'ici à 2034, et on a une seconde échéance, qui est l'échéance de la stratégie nationale bas carbone, le logement D en 2050. Je vais être très clair. Aujourd'hui, au rythme de rénovation auquel nous sommes, nous serons au rendez-vous de 2034. Parce que des EFG, il nous en reste à peu près 1 million, je dis bien à peu près, on a à peu près 10-12 ans devant nous, et on en fait environ 100 000, 105 000, 120 000 rénovations par an. Donc vous voyez qu'en 10 ans, 1 million de logements, ça se traite. Le sujet majeur, c'est que une fois qu'on aura atteint cette échéance de 2034, c'est le problème des logements D. Des étiquettes D, nous en avons aujourd'hui 3 millions. En traitant nos EFG, il y a une partie qu'on va passer en D. Donc il y a une partie des logements qui vont devenir D. Et donc en 2034, on va avoir 3,5 millions, 3,8 millions de logements D. Et ce problème, c'est qu'après, entre 2034 et 2050, on a 16 ans pour traiter 3 millions de logements. Et là, il faut en traiter plus de 250 000 par an. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire 105 000, tac, 2034, 250 000. Les capacités de la filière de rénovation ne seront pas là, nos dispositifs de financement ne seront pas prêts, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on Et qu'est-ce que vous dites là? C'est pour ça qu'on envoyez un message on envoie un message, et Olivier en a parlé, on en parle beaucoup avec les administrations, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avancer sur deux pieds. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que ça ne peut pas passer. Ça ne passera pas. Là, pour l'instant, tout le monde va être content parce qu'on va être au rendez-vous de 2034. Mais nous, on dit attention, nos logements, on les aura encore en 2050, et on sait que là, ce sera impossible. Donc on anticipe le sujet. Et on dit, il faut avancer sur deux pieds. Il faut traiter les EFG comme on le fait aujourd'hui, continuer à le faire, et c'est pour ça qu'on demande des moyens pour la rénovation énergétique. Vous appelez ça Palulos Rénovation, Prime Rénov HLM, c'est tout. Voilà. Il faut traiter les EFG. Mais il faut dès à présent réfléchir à des rénovations pour une partie de ces logements qui nous mettent au-delà de l'étiquette D, qui nous évitent de monter ce stock de D. Et pour faire ça, il faut faire des rénovations beaucoup plus globales. C'est intéressant de faire des rénovations globales parce que ça évite des fois des stratégies de démolition-reconstruction. Ça a été dit, on économise du carbone. Hein. Si on ne démolit pas un logement, entre guillemets, on ne gâche pas tout le carbone qui était dans cette construction. C'est ce qu'on appelle la seconde vie, mais ça veut dire qu'il faut avoir un autre modèle de financement, qu'il faut qu'on le pense à beaucoup plus long terme, et on y travaille avec la Caisse des dépôts. Et je voudrais finir sur un point, parce que ça fait très longtemps qu'on porte ce partenariat avec Valor à l'USH, et on est très content que tout le monde se saisisse de ce sujet-là. Il y a des bailleurs qui sont en pointe depuis longtemps. On parle beaucoup là de contraintes. On se dit, il va falloir faire des efforts, c'est la crise, etc. Bon, c'est vrai. Mais on a quand même des éléments qui doivent aussi, moi, on pense, pour entraîner les citoyens, nos habitants, il faut aussi les entraîner par le plaisir. Et ce dont on se rend compte, ça fait quand même des années qu'on travaille sur la question de la végétalisation, notamment on l'a fait dans l'ANRU. Alors on a fait de la résidentialisation, on l'a plus ou moins bien fait, etc. Mais les bailleurs se sont mis à faire de la résidentialisation, et d'ailleurs, dans les trophées, les victoires du paysage que Valor organise, on voit beaucoup de projets en ANRU. Et ce dont on se rend compte, c'est que non seulement il y a des impacts qui ont été décrits, mais les locataires sont plus heureux. C'est-à-dire que quand on a amené de la végétalisation, on ramène aussi du bonheur dans un quartier. Et je crois qu'on va demander beaucoup d'efforts à nos concitoyens. Il faut aussi leur donner l'occasion et leur donner aussi du plaisir. Et le végétal, c'est du plaisir au quotidien. Puis je crois aussi que tout le monde est conscient du dérèglement climatique et tout le monde a envie d'agir. Et participer par son environnement à cette action, c'est aussi, au fond, se trouver une utilité dans la société et se faire plaisir. Donc je voudrais finir sur cette pointe positive. Bon, terminer sur ce point positif. Moi, je vais avoir un point un peu négatif. Il nous reste 20 minutes avant qu'on ne passe la parole à Christophe Béchu. Je vous demanderai donc d'être relativement concis autant que soit possible de faire. Elisa Martin, je vous repasse la parole. Vous avez promis. Hein. En plus, Christophe Béchu est là. Il vous écoute. Néanmoins, merci d'être concise. Vous venez d'entendre ce que dit Marianne Louis sur les difficultés. Et voilà, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est véritablement des problèmes, on va dire, physiques. Qu'est-ce que vous attendez des organismes HLM ?
Alors, si je dois condenser mon propos, il est bien évident que le mouvement HLM, au vu du nombre de logements et vu l'impact de l'habitat, en particulier sur les gaz à effet de serre, encore une fois, on est bien dans une situation qui est tout à fait stratégique. Et je pense que les bailleurs l'ont compris. La meilleure preuve, c'est leur capacité d'innovation. Ainsi, je vais prendre un exemple auquel je suis très attachée, qui est l'exemple d'un bâtiment qui s'appelle le Hautbois, qui a été réalisé par Actis. Actis est l'office public de la métropole de Grenoble, que j'ai eu l'honneur de présider pendant 18 mois. Le Hautbois, c'est un bâtiment construit en zone sismique. Bon, ça fait partie des caractéristiques aussi des terrains grenoblois, tout en bois, 56 logements. C'est quelque chose qui est absolument innovant. Et je tire le fil qui a été tiré par Marianne. La question du confort, c'est une clé, cette affaire-là. Parce que c'est ce qui caractérise toute l'histoire du mouvement HLM. À chaque fois que le mouvement HLM s'est engagé, ça a été pour créer davantage de confort en termes de logement, bon, etc. Je ne vous fais pas l'article, je pense que tout le monde en a conscience. Bref. Il y a cette capacité absolue d'innovation. Je pense que de ce point de vue-là, les bailleurs l'ont prouvé. Après, il faut être clair. Je suis désolée, mais il y a une question de financement. Il y a une question de financement. Le Hautbois, nous l'avons fait. Actis l'a fait. On en est particulièrement fiers. Ses équipes aussi, les élus du territoire, etc., etc. Mais demain, on peut le refaire? Pas vraiment. Pas vraiment, pour des raisons d'argent. On va rentrer là dans la loi de finances. Il est évident que l'arrêt du RLS et la question de la TVA à taux minoré vont être en débat au Parlement. Sinon, on se raconte des trucs... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On se fait plaisir, c'est très important, cette notion de plaisir, mais à un moment donné, il y a un contexte financier qui est absolument impératif à réviser. Sinon, il y aura on va interroger Olivier Sichel, le financeur du logement social. Il y aura objectivement une difficulté à faire face à tout ça. Je conclus d'une expression que je m'autorise, elle n'est pas de moi, alors je dis de qui elle est, hein, je l'emprunte au directeur général d'Actis. Le directeur général d'Actis dit « Le mouvement HLM est en soi un laboratoire au profit de l'intérêt général ». Voilà, moi je me retrouve dans cette phrase, étant entendu que politiquement, financièrement, il faut quand même la contextualiser. Olivier Sichel, question de financement, nous dit Elisa Martin. Qu'est-ce qu'a à répondre le financeur du logement social? Alors, c'est incontestable qu'aujourd'hui, on est en phase d'inflation. Hein. Donc, les bailleurs sociaux, ils ont à faire face, d'une part, à l'inflation des prix énergétiques pour leurs locataires, ça c'est évident, surtout ceux qui n'ont pas fait les rénovations, et Marianne le disait, il y a encore un parc en étiquette FGE, et puis ils ont l'inflation aussi des coûts de construction et des coûts de rénovation sur les matières premières, sur les entreprises de bâtiments et travaux publics. Alors face à cela, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que quand même, les financements sont là en matière de prêts. C'est ce qu'on a annoncé ce matin avec Éric Lombard, 6 milliards sur les coprêts, avec des taux qui sont extrêmement concessionnels, on est à taux du livret A moins 0,75, mais que ça ne suffisait pas parce qu'on ne peut pas juste faire qu'endetter les bailleurs sociaux. Donc on a répondu en renforçant les fonds propres des bailleurs sociaux, c'est les 1 milliard de titres participatifs qui ont été apportés et qui ont permis de renforcer les fonds propres des bailleurs sociaux pour apporter les financements. Alors après, on a aussi quand même cet outil qui est absolument magique, qui est le livret A, qui d'un côté, en emploie est quelque chose de très très court. Vous allez le matin à la banque postale et puis le lendemain, vous pouvez récupérer vos 100 €. Et de l'autre côté, nous faisons des prêts longs et de plus en plus longs. Ce matin, on a annoncé par exemple pour la seconde vie, on était capable de faire des prêts à 75 ans, voire des prêts à 80 ans. Et donc, cette machine qui est quand même le fonds d'épargne qui permet aux bailleurs sociaux vers un financement long, est quand même quelque chose d'assez exceptionnel que vous ne retrouvez pas quand il s'agit de renouveler. Même si le taux du livret A va augmenter, ce qui... Oui, mais comme on est dans une phase où les taux d'intérêt augmentent, on a retrouvé beaucoup de compétitivité. Et on a annoncé ce matin un produit qui s'appelle Orizen, donc zen pour la zénitude face à l'augmentation. Il faut être zen en ce moment, vous avez raison. Zen, où le taux sera fixe pendant 5 ans et ensuite vous récupérez le livret A. Donc dans une période où on se dit, oui, ça va secouer à court terme, mais quand même, on sait que l'énergie, c'est pas Laurence Ouahedid qui me contredira, c'est cyclique et qu'à un moment, on ajuste les capacités de production. La Banque des Territoires a sorti ces produits pour donner plus de sérénité aux bailleurs sociaux, pour leur permettre d'investir. Et d'investir pour le confort de ses locataires
et aussi d'innover, parce qu'on le voit, le mouvement, c'est souvent lui qui a été à la pointe de ces innovations. Et chaque fois, et c'est très important ce que disait Lisa Martin, dans un domaine d'adaptation au territoire. Le territoire de Grenoble, il a ses spécificités sismiques. J'étais la dernière fois en Bretagne, j'étais un petit peu étonné en disant, vous ne travaillez pas beaucoup sur l'hydrogène. On m'a dit, non, on travaille sur le gaz, monsieur Sichel, parce qu'en Bretagne, il y a vraiment de la méthanisation. En revanche, il y a de moins en moins d'eau en Bretagne. Et donc, on ne pourra pas aller sur l'hydrogène. On est très actif dans un bailleur social qui est emblématique, qui est Maisons et Cités. Vous savez, c'est les patrimoines des mineurs. C'est ces petites maisons en briques rouges qui étaient effroyablement mal isolées. Pourquoi? Parce que dans le bassin minier, évidemment, l'énergie était gratuite, c'était le charbon. Mais là, maintenant, c'est plus le cas, et c'est depuis très longtemps plus le cas. Donc, il faut les isoler. Et là, on travaille à faire émerger une structure innovante autour du chanvre, avec des matériaux locaux, biosourcés, pour faire toute une filière de béton de chanvre. Donc, vous voyez, notre conviction, c'est quand même beaucoup de solutions locales, fondées sur les territoires, fondées sur les spécificités des territoires, avec des bailleurs sociaux qui ont chacun leur histoire et leur identité, et avec un système national de financement extrêmement long, extrêmement concessif, pour accompagner le mouvement dans son rôle d'innovation et de rénovation des logements. Laurence Poirier-Dietz, je redonne la parole. GRDF est aussi engagé auprès des bâtisseurs, auprès du logement social d'une manière générale. Sur l'innovation, oui, c'est important. C'est toujours très important d'innover parce qu'il faut préparer l'avenir, il faut préparer des solutions qui répondront aux exigences des réglementations thermiques et environnementales à venir. Par exemple, on a lancé il y a quelques mois un appel à projets pour préparer des solutions dans le bâtiment collectif, dans le logement, enfin dans l'habitat collectif, avec l'USH, mais aussi avec la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, et puis le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. Et je crois qu'on aura le plaisir cet après-midi de décerner des prix à 10 lauréats. Donc ça veut dire que c'est ça qu'on attend aussi, d'être pragmatique, d'avoir des solutions qu'on peut tester sur des opérations, et ensuite avoir du retour d'expérience pour préparer et la filière des constructeurs et des installateurs. Donc c'est tous ensemble, je dirais, en continu pour préparer l'avenir au mieux. Et c'est notre rôle aussi chez RDF, de fédérer l'ensemble des acteurs et d'apporter notre pierre à l'édifice. Tout le monde dit ça, fédérer, il faut travailler ensemble, c'est bon. Justement, Olivier Knapik, vous le disiez tout à l'heure, finalement, on peut impliquer les habitants, comment est-ce qu'on fait? Alors c'est Claude, mais je veux bien prendre le prénom du ministre, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je vous ai appelé comment? Olivier. Olivier, mais oui, mais Olivier... Il y a des cas et des... Voilà, c'est un prénom formidable, parfois on devient ministre quand on s'appelle Olivier. Mais vous faites bien en tout cas de revenir à nos locataires, parce que c'est quand même évidemment le cœur de nos métiers que de loger nos habitants et nos locataires, et de les aider et de les accompagner dans toutes ces transformations auxquelles ils vont être confrontés, comme tous les citoyens. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener, alors en s'appuyant aussi sur le tissu associatif, qui est très présent sur les territoires et qui peut apporter beaucoup à nos locataires pour les sensibiliser, pour les aider, pour leur expliquer aussi les différents dispositifs qui peuvent exister pour soutenir ces hausses qui sont actuelles, mais probablement, je ne l'espère pas trop, mais durables en tout cas sur 2023. Donc toutes ces actions, les bailleurs, Batigère, en tous les cas, nous on les met en œuvre. Alors c'est vrai qu'on les fait aussi sur nos fonds propres, c'est quand même des actions qui pèsent sur nos frais de gestion. Donc on consacre de l'argent à soutenir ces associations qui permettent aussi de sensibiliser et d'aider nos locataires. J'aimerais aussi revenir quand même sur vos propos, parce que je pense que le végétal, là aussi, c'est très important. Moi qui suis quand même plutôt issu d'une filière immobilière et de formation immobilière. Vous aimez les arbres, vous aussi? Mais j'aime les arbres, et je vais vous dire, on a même un peu transformé nos pratiques. On a recruté un écologue au sein de Batigère. On est en train de travailler sur un cadastre vert, c'est-à-dire qu'on est en train d'identifier les essences qu'on a sur nos territoires, auprès de nos immeubles, pour identifier ceux qui sont malades, ceux qui vont pouvoir grandir, et identifier aussi une stratégie par rapport à ce patrimoine végétal qu'ont les bailleurs au travers d'un plan stratégique végétal. On l'avait sur le patrimoine, on l'a développé sur le végétal. Je crois que c'est très vertueux et comme le disait Marianne, c'est aussi un très bon vecteur de communication, de fédérer nos locataires autour d'un enjeu qui dépasse de loin le métier d'un bailleur, d'un sujet de société, et nos locataires sont les premiers ambassadeurs à vouloir le porter. Merci. Claude Knapik,
Marc Gomez, vous avez parce qu'on essaye aussi d'être extrêmement concret, vous avez un projet de centrale d'achat. Pour quelles raisons? Il faut changer finalement, il faut changer d'échelle pour être plus efficace? Il faut changer de paradigme. C'est-à-dire souvent on est attaché à une souveraineté dans sa propre boutique et aujourd'hui avoir une centrale d'achat, ce n'est pas remettre en cause sa souveraineté ou ses arbitrages. C'est simplement se doter d'un outil adapté, performant, avec une bonne gouvernance pour un objectif clair, massifier plus vite, avec une économie d'échelle et en masse, avec du qualitatif qui est recherché. Et ce que disait Marianne est très intéressant. Oui, le EFG, on est dans les rails, tout va bien, on sera à l'objectif. Pour 2034. Oui. Par contre, le BBC, nous le faisons déjà. Nous sommes très engagés dans les NPNRU où nous faisons du BBC, nous savons faire, nous avons des financements. Le risque est de prendre du retard sur notre capacité à faire du BBC pour tous, de traiter des inéquités de traitement social et spatial dans les territoires, alors qu'on a les moyens de le faire. Donc la question du modèle économique pour le BBC, elle est prégnante, au risque de toujours pousser une boule de neige qui ne va faire que grossir avec le risque de prendre du retard. Et derrière, l'humain, 575 000 logements en Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région de France. On a vu l'importance de la cohérence, l'importance des priorités, l'importance des filières dans les territoires pour le bois et la paille si on veut du biosourcé, l'importance de la gouvernance et du schéma de cohérence. Parce que nos locataires, on a vu le désir d'aménager ou le plaisir d'aménager, nous on a cette volonté du plaisir et du désir d'habiter chez nous, de cette fierté de montrer son logement, de montrer son bâtiment, de montrer son quartier. Alors fort heureusement, comme le disait notre ami de Batigère, on a une force extrêmement importante et historique dans le logement social, c'est la force de la proximité. Nous avons du personnel engagé sur nos territoires qui est capable d'écouter, de rassurer, d'orienter, de donner du sens et de donner de la dignité. Alors ça, c'est une volonté, c'est dans l'ADN des bailleurs sociaux. Ce qui est sûr, c'est que si nous mettons demain un logement réhabilité ou un logement neuf, bois, sans énergie, on ne pourra plus toucher son radiateur pour se rassurer, pour dire qu'on a bien chaud. Il faudra qu'il y ait de l'éducation, de l'information, et que nos locataires, nos clients deviennent des apprenants pour utiliser un bâtiment qui est dépourvu de chauffage, puisque la calorie sera la calorie de l'activité humaine, de la cuisson, de l'activité du locataire, valorisée au niveau d'un double flux pour la VMC, ou valorisée, j'y crois beaucoup, par l'autoconsommation, où on pourra ne pas revendre à l'opérateur historique, mais réinjecter dans le bâtiment pour avoir aucune source d'énergie sollicitée pour du chauffage. Étienne Crépon, je vous donne la parole. Faites-nous un petit peu rêver. Qu'est-ce que vous avez dans vos cartons qui devrait nous permettre de réussir cette équation qui paraît impossible sur le papier? Plus important que ce qu'on a dans nos cartons, c'est la phénoménale dynamique d'innovation qui existe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. On voit que face à la crise environnementale, l'ensemble des acteurs, les grands groupes, les ETI, les startups, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, tous se mobilisent pour aller imaginer des solutions. Certaines n'aboutiront pas, d'autres auront un succès local et un certain nombre seront les licornes de demain à l'échelle de la France, de l'Europe, voire plus large. Et je pense que c'est ce mouvement général d'innovation qu'on accompagne, qu'on oriente, qui nous permettra de trouver des solutions qui soient tout à la fois des solutions pérennes, des solutions accessibles économiquement et des solutions durables. Catherine Muller, il y a aussi de l'innovation dans votre secteur d'activité, concernant le bâtiment évidemment. Oui, bien sûr, de l'innovation, mais au-delà de ce souci d'innovation, je voudrais rappeler un point très important. Quand on livre un ouvrage en espace vert, quel qu'il soit, c'est un ouvrage en devenir. Ça veut dire que c'est un ouvrage qui va devoir durer, qui va être pérenne. Et pour que la nature puisse apporter ses services écosystémiques globaux, il faut travailler en pluridisciplinarité. Et effectivement, on en parlait avant la table ronde avec Madame Poirier,
les réseaux, travailler sur les réseaux ensemble, savoir où est-ce qu'on va pouvoir planter, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire. Et tout ça, c'est vrai que ça, on innove. On va innover aussi sur la problématique des façades végétalisées, les toitures végétalisées, et choisir des nouvelles palettes végétales, parce qu'il y a un problème aujourd'hui. C'est comment va évoluer cette fameuse palette végétale avec le changement climatique. Donc là-dessus, on est attendu sur de l'innovation pour pouvoir répondre à vos soucis d'isolation thermique, d'isolation, enfin de création d'îlots de fraîcheur. Faut-il encore que notre végétal, qui est du vivant, puisse traverser ces crises qui sont au-delà de la crise des êtres humains, c'est aussi la crise des végétaux. Marianne Louis, on arrive au terme de cette table ronde. On va écouter Christophe Béchu, à qui on va demander de monter dans quelques instants. Mais un petit mot, peut-être un petit mot positif. C'est vrai qu'avant de faire cette table ronde, je me disais, oh là là, on est dans la catastrophe écologique. Et puis finalement, on entend qu'il y a des initiatives, il y a de la recherche et du développement, il y a une envie de progresser ensemble. Je trouve cette table ronde plutôt positive. Bon, je crois qu'il faut quand même se le dire, on est dans la crise écologique. Ne croyons pas qu'il n'y a pas de crise. Hein. L'été qu'on a vécu, ce qu'on est en train de se dire, quand vous avez des professionnels du végétal qui vous disent on ne sait pas encore quels seront les arbres et les plantes qui tiendront dans vos régions dans 20 ans, on est dans la crise écologique. Il y a 30 ans, on ne se posait pas ce genre de questions. Donc on est dans la crise écologique. En revanche, ce qui est, je trouve intéressant, et c'est vrai que j'aime beaucoup la citation du DG de ton office, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement HLM, les organismes HLM, les dirigeants HLM, les salariés des organismes HLM, sont des gens qui culturellement pensent le temps long. Quand on construit un logement, on le gère dans le temps. Et donc, il y a une espèce de fond culturel, naturel qui est installé. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts, hein, qui est sur la même culture que la nôtre, qui est cette idée de transformer du court en long. Et donc, ça nous a déjà amené à être très présents dans les réflexions, dans l'innovation, dans l'expérimentation. Et il y a ici un foisonnement d'idées. Toutes ne prospéreront peut-être pas, hein. On voit passer beaucoup d'innovations, on ne sait pas encore si tout prospérera, mais en tout cas, le secteur HLM peut être ce territoire d'expérimentation et volontaire pour l'être, et je pense que c'est un grand service qu'on peut rendre au pays de l'être, parce qu'on peut se permettre, sur un logement peut-être, ou sur une palette végétale, je vais prendre des guillemets, de se planter, parce que ce n'est pas grave, parce qu'on peut rattraper. Alors que mettre des propriétaires privés en situation d'échec, c'est les mettre dans une très grande difficulté. Donc il ne faut pas hésiter et que les pouvoirs publics se saisissent du potentiel que représente le secteur HLM. Eh bien, écoutez, merci à vous 2, 4, 6, 8. Merci d'avoir réussi à tenir en aussi peu de temps. Applaudissements pour nos glorieux participants. Restez où vous êtes. Vous allez être très bien pour écouter le ministre, puisque nous allons maintenant appeler Christophe Béchu. C'est un plaisir de vous accueillir, ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires. Madame la présidente de l'USH, monsieur le préfet de région, je veux saluer les parlementaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, les élus, les présidents, les directeurs, bref, chacune et chacun en son titre, grade ou qualité, vous dire le plaisir réel que j'ai à pouvoir partager ce matin, la fin de cette table ronde, et de pouvoir vous délivrer peut-être quelques messages à l'occasion de ce congrès si important chaque année, et dont vous avez fait un rendez-vous sans doute encore plus crucial, y compris avec le thème de cette table ronde qui positionne bien les enjeux. Je voudrais par anticipation demander à mes proches collaborateurs de m'excuser, mais ce que je viens d'entendre ne va pas m'inciter à lire très exactement le discours qu'on m'a préparé, mais plutôt à faire en sorte de rebondir sur ce que je viens d'entendre dans cette table ronde pour m'adresser à vous de manière, je l'espère, pas plus décousue, mais avec spontanéité. Notre sujet, c'est le recto et le verso d'un même défi. La crise énergétique et l'urgence climatique, ce ne sont pas deux sujets qui ne se regardent pas. Leur superposition et la nécessité que nous avons à les affronter ensemble, ça n'est pas que pour l'hiver qui arrive. La réalité de devoir nous passer d'un gaz russe lié à un contexte géopolitique, c'est l'anticipation de la nécessité de nous passer d'énergie fossile si nous ne voulons pas continuer à subir un dérèglement climatique qui est directement indexé sur nos émissions de gaz à effet de serre.
Et la décarbonation, c'est donc à la fois la réponse à la situation énergétique que nous rencontrons et le moyen d'atténuer le changement pour en limiter au maximum l'impact, puisque l'impact, il est déjà là. C'est bien entendu l'été que nous avons vu, mais ce sont les rapports, y compris du Haut Conseil pour le climat, qui expliquent qu'on est déjà à 1,1 degré de réchauffement à l'échelle planétaire et 1,7 dans notre pays, d'où le début des phénomènes que nous vivons. Le défi, il est collectif et il va concerner tout le monde, et en particulier un certain nombre de secteurs dont la contribution aux émissions est plus importante, dont la consommation d'énergie est plus importante, et qui sont, et ça vaut pour le mouvement social, le point de rencontre d'une des principales difficultés de la planification écologique, c'est comment on ne la conduit pas en oubliant les plus fragiles. Votre job, celui de tous les offices que vous représentez, depuis toujours, depuis la création du mouvement social dans notre pays, c'est précisément le logement pour tous, en ayant le souci que la mixité, ce ne soit pas un slogan, mais ce soit une réalité dans nos quartiers. Le reste, la loi, les pourcentages, etc., c'est la déclinaison de cette philosophie. Et donc, s'il y a bien un endroit dans lequel on n'a pas vocation à opposer la fin du monde et la fin du mois, c'est le logement social. Pour atteindre l'objectif qui est devant nous, aujourd'hui, le consensus des experts, il est assez simple. Nous devons, c'est l'engagement de notre pays, être à 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Nous sommes à 23%. La bonne nouvelle, c'est qu'on a doublé le rythme de baisse depuis 5 ans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est 2 fois moins rapide que ce que nous devrions être. Et donc, il faut à nouveau le doubler. Nous allons consacrer les semaines qui viennent précisément, avec l'ensemble des parties prenantes, à décliner une feuille de route de planification écologique qui explique comment on passe de 23 à 55. Ça veut dire que chaque secteur va être appelé à disposer de sa feuille de route de baisse de ses émissions en fonction de son poids. D'abord, les transports, ils baissent 30%, l'agriculture, 19%, les bâtiments, 18%. Dans les bâtiments, la moitié, ce sont les logements, 10% des émissions de gaz à effet de serre, 30% des consommations. On a donc un enjeu. Dans cet enjeu, la part du logement social, elle est déterminante. Parce qu'avec ces 5,2 millions de logements, ça pèse à peu près 20%. Je donne le point à l'USH. Et à vous tous, le pourcentage de passoires énergétiques que nous avons dans le parc social est moins important que le pourcentage de passoires énergétiques que nous avons dans le parc privé. Preuve que la gestion publique, dans l'ensemble, elle est plus respectueuse d'ores et déjà de l'ensemble de ces équilibres. Je vais plus loin. Le mouvement social a une chance, c'est la capacité d'avoir des prises de décision qui soient unifiées et qui évitent, comme dans les copros, les freins qui conduisent parfois à ce que là où nous avons des enjeux collectifs, il y ait des temps de décision qui ne soient pas compatibles avec les urgences dont nous parlons. Alors évidemment, tenir cet objectif, ça nécessite un certain nombre de choses. D'abord, il faut avoir conscience qu'on fait ça d'une main et que de l'autre, au titre de la cohésion des territoires, on a un sujet logement tout court, en quantité et en qualité. Il va falloir que nous ouvrions un certain nombre de sujets devant nous. Je le dis, en totale, évidemment, confiance et coordination avec Olivier Klein, la question de la quantité des logements que nous produisons, avec des interrogations que nous avons à avoir sur les zonages et sur le fait de savoir dans quelle mesure ils ne freinent pas une partie de ce dispositif ou ils ne sont pas des facteurs de rigidité qui ne sont pas totalement en corrélation avec ce que peuvent être les besoins des territoires, avec la fin programmée du Pinel qui nous obligera aussi à nous poser la question des moyens et des endroits vers lesquels il faut être capable de flécher les crédits, des mécaniques qui doivent s'appliquer, et avec une question qui ne peut pas être taboue, et qui est l'association des collectivités locales, celui qui pilote le permis de construire, qui la plupart du temps préside, ou en tout cas co-préside l'office, l'associer à ce que vont être des objectifs, regarder comment on peut, de manière intelligente, avoir des éléments de décentralisation dans cette politique du logement qui sont souhaités par la totalité des acteurs, ce sont des chantiers que nous aurons à ouvrir au début de l'année prochaine. Mais indépendamment de ça, et de ce sujet de quantité et de qualité, en parallèle, il faut amplifier la rénovation. J'ai entendu avec satisfaction des interlocuteurs dire « il n'y a pas de problème, nous serons au rendez-vous ». Je m'en réjouis. Le rendez-vous, c'est de passer des 100 000 rénovations auxquelles nous sommes à 120 000
et que dans ces 120 000, nous ayons 80 000 passoires énergétiques F et G qui soient concernés par ces opérations. Nous avons globalement dans ce pays à faire en sorte de mieux corréler la performance climatique, la performance de décarbonation avec nos investissements financiers. Compter en nombre de logements, c'est une chose, compter en tonnes de carbone évité, c'en est une autre. Et cette optique, elle doit nous conduire à ce que nos dispositifs de rénovation y soient incitatifs et que, y compris demain, de la même manière que c'est déjà le cas avec les éco-prêts sociaux de la Caisse, de la Banque des Territoires, on puisse sans doute amplifier la modulation en fonction du gain énergétique qu'on atteint pour que l'intérêt financier et l'intérêt climatique se rejoignent et qu'on évite de se retrouver avec des biais. Ce qui vaut pour le logement collectif vaut pour le logement privé. Se demander comment, dans MaPrimeRénov', nous sommes en capacité, pour l'argent que nous y mettons, d'améliorer le niveau de performance climatique que nous obtenons pour pas seulement raisonner en nombre de logements, mais pour raisonner en tonnes de CO2 évitées, ça s'inscrit dans le même sujet et dans le même mouvement. Sur les moyens, le plan de relance a permis de dégager 445 millions d'euros, ça appartient au passé. Nous avons un dispositif pour l'année 2023 qui consiste à nous appuyer sur 200 millions d'euros du Fonds national d'aide à la pierre, mais évidemment, la question des moyens, elle est devant nous. Et dans cet automne de la planification écologique, où on va se demander comment on tient les objectifs de cette feuille de route, ce sujet ne pourra pas être un sujet tabou. L'enjeu, c'est bien avec les parties prenantes, au-delà de ce qui crédibilise la trajectoire pour les prochains mois, d'arriver à trouver les voies et moyens, de faire en sorte que ce qui est absolument nécessaire et indispensable soit possible. Ça va être le sens du travail avec l'USH. En saluant Emmanuelle Cos et à travers elle, tout le mouvement social au sens large, quels que soient celles et ceux que vous représentez, les territoires d'où vous venez, en saluant les élus locaux qui, je le sais, ont souhaité que le Conseil national de la refondation se saisisse de ce sujet et ont interpellé de manière extrêmement forte le président de la République à Marcoussis sur le sujet. Nous allons ouvrir ce sujet de manière large. Nous ne pouvons plus, là aussi, regarder à côté et faire en sorte d'avoir deux réflexions qui ne se superposent pas. La qualité, la quantité, la répartition sur le territoire et la contribution à une trajectoire de décarbonation qui est une nécessité. Mesdames et messieurs, je n'abuserai pas davantage de votre patience parce que chacun l'a compris, le maître mot des jours qui viennent, c'est le mot sobriété. Et cette sobriété, elle ne vaut pas que dans le ton des discours, elle vaut bien entendu aussi, et ce sera là-dessus que je terminerai, comme étant aussi une nouvelle manière, pas seulement de passer cet hiver, mais de nous inscrire dans une perspective plus large de baisse de nos émissions et de diminution de nos consommations énergétiques fossiles. Je voudrais saluer la table ronde qui vient de se finir, saluer en particulier les discours et les propos sur l'innovation et sur les solutions. Au quotidien, quand vous êtes dans un congrès, vous partagez ensemble ce que sont vos difficultés. Mais au quotidien, votre obsession, c'est de trouver des solutions. C'est de trouver des solutions pour vos locataires, c'est de trouver des solutions pour vos mandants. Et de la même manière que je viens d'entendre, des hommes et des femmes qui essayent de trouver des solutions, qui ne se contentent pas de poser des problèmes, mais qui les esquissent. Qu'est-ce qu'on peut effectivement attendre de la renaturation ? Quel dispositif financier on peut trouver pour s'inscrire dans un temps long? Parce que si on croit à l'urgence climatique, on considère que l'urgence, c'est maintenant et que peu importe si on a une dette dans 60 ou dans 70 ans qu'on a à payer, ce sera toujours moins que le coût de l'inaction climatique si on retarde les efforts de rénovation qui pèseront et sur le pouvoir d'achat des locataires et sur les contribuables à court et moyen terme et sur les offices à un moment ou à un autre. Cette union sacrée, cette recherche d'innovation et de solutions, c'est ce qui caractérise le mouvement social, se demander non pas seulement ce qu'il doit attendre, mais ce qu'il peut faire. Merci pour cet état d'esprit, bravo pour votre mobilisation et à très bientôt pour ouvrir ces chantiers dans le détail. Merci à vous, Christophe Béchu.